Ma famille a loué ma maison en Normandie dans mon dos. J'ai attendu qu'Y organise un mariage de 100 personnes pour changer les serrures. 5 jours avant la cérémonie, ma mère hurle au téléphone, « On va finir en prison à cause de toi ». Ma famille a loué ma magnifique maison en Normandie dans mon dos, la transformant en une affaire lucrative. J'ai patiemment attendu qu'ils y organisent un grand mariage de 100 personnes pour changer toutes les serrures. 5 jours à peine avant la cérémonie, ma mère m'a appelé, hurlant au téléphone, « On va finir en prison à cause de toi ». Vous voulez savoir comment une fille dévouée est poussée à bout et comment un rêve s'est transformé en un plan de vengeance méticuleux? Restez avec moi, car cette histoire est la mienne, et je vais vous raconter chaque détail. Avant de plonger dans les méandres de cette trahison familiale, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter. Je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est toujours un immense plaisir de voir à quel point notre communauté est diverse et étendue à travers le monde. Maintenant, installez-vous confortablement, nous commençons. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. De l'extérieur, ma vie semble être une ligne droite vers le succès. J'ai un poste à responsabilité dans une grande agence de marketing digital à Paris, un domaine où la compétition est féroce et où les nuits blanches sont plus la norme que l'exception. J'ai gravi les échelons à la force du poignet, sacrifiant des week-ends, des vacances, des soirées entre amis. Mon salaire est le reflet de ces efforts, il me met à l'abri du besoin et me permet de vivre très confortablement. Mais ma plus grande fierté, le symbole de mon indépendance durement acquise, ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque. C'est une maison. Et pas n'importe laquelle. Il y a 3 ans, après avoir économisé chaque centime possible, j'ai acheté une charmante bâtisse à Deauville, en Normandie. Ses volets d'un bleu profond contrastent avec la pierre blanche de la façade, et elle est entourée d'un petit jardin que j'ai dessiné et planté moi-même. Quand je l'ai acquise, elle était loin d'être le bijou qu'elle est aujourd'hui. Elle était vieillotte, humide, criant son besoin d'amour et d'attention. Pendant plus d'1 an, j'ai passé tous mes week-ends en Normandie. J'ai appris à poncer du parquet, à poser du papier peint, à peindre des murs. J'ai passé des heures dans les brocantes de la région pour dénicher des meubles uniques qui avaient une histoire. Cette maison, ce n'était pas juste un achat immobilier, c'était mon projet, mon œuvre. Chaque recoin me parle, chaque objet a été choisi avec soin. Elle est devenue mon sanctuaire, mon échappatoire à la frénésie parisienne. Le simple fait de m'asseoir sur la petite terrasse avec une tasse de café, en écoutant le cri lointain des mouettes et le murmure des vagues, suffisait à dissoudre tout mon stress. Ma famille, elle, vit une réalité bien différente. Mes parents, Gérard et Martine, approchent de la soixantaine et vivent dans la banlieue où j'ai grandi. Mon père, un homme autrefois si fort, a passé sa vie sur les chantiers. Le béton et les charges lourdes ont eu raison de son dos. Aujourd'hui, il est en invalidité, prisonnier d'un corps qui le fait souffrir et d'une amertume qui assombrit ses jours. Ma mère, pour compléter leur maigre pension, travaille à temps partiel dans un supermarché. C'est une femme dévouée, mais qui a toujours eu une façon bien à elle de gérer ses angoisses, souvent en créant des dynamiques complexes entre ses filles. Et puis, il y a Élodie, ma sœur cadette de 4 ans. Nous nous aimons, bien sûr, mais notre relation a toujours été teintée d'une sorte de compétition invisible. Je pense que cela remonte à l'enfance. J'étais la bonne élève, la fille raisonnable, et elle, la rêveuse, la plus fragile. Ma mère, sans doute sans s'en rendre compte, a souvent accentué cette différence. Je me souviens d'un Noël, j'avais reçu un ordinateur pour mes études et Élodie, un synthétiseur. Maman avait dit devant toute la famille, Camille va construire son avenir, et Élodie va nous jouer de la musique. C'était dit avec amour, mais le message sous-jacent était clair. Cette phrase, parmi tant d'autres, a nourri chez ma sœur un complexe, une impression de ne jamais être à la hauteur. Elle est mariée à Thomas, un garçon charmant mais qui peine à trouver une situation stable, ce qui ne fait qu'ajouter à leurs angoisses financières. Le jour de l'inauguration de la maison rénovée, j'avais invité toute la famille. Leurs visages émerveillés étaient ma plus belle récompense. En voyant les larmes discrètes de mon père, ému par la beauté du lieu, une idée a germé en moi. Une idée née de l'amour et peut-être aussi d'un soupçon de culpabilité, celle de la fille qui a réussi, loin des siens.
J'ai fait faire un double des clés. Le soir, avant qu'il ne parte, je les ai glissées dans la main usée de mon père. Tenez, ai-je dit doucement. Cette maison est aussi la vôtre maintenant. Venez quand vous voulez, dès que vous en ressentez le besoin. C'est votre maison de vacances. J'ai vu son menton trembler, et pour la toute première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer. Il m'a serré contre lui, si fort que j'en ai eu le souffle coupé, et a murmuré dans mes cheveux, « Tu es une fille en or, ma Camille. » Ce jour-là, en leur donnant ces clés, je pensais leur offrir un cadeau. Je ne savais pas que je venais de leur donner les armes de ma propre trahison. Car, après tout, la famille est le cercle où la confiance devrait être absolue, n'est-ce pas les amis? Les premiers mois qui suivirent furent idylliques, confirmant dans mon esprit que j'avais pris la meilleure décision. Mes parents se rendaient à Deauville presque tous les mois. Chaque retour était suivi d'un appel téléphonique de ma mère, sa voix vibrante de bonheur. Ma chérie, tu ne peux pas imaginer le bien que ça nous fait. On a marché sur la plage pendant des heures. Ton père n'a presque pas eu mal au dos ce week-end. Il dit que c'est l'air marin. Cette maison, c'est notre thérapie. Écouter ces récits, imaginer mon père retrouver le sourire, me remplissait d'une chaleur profonde. Mon succès, souvent solitaire et abstrait, prenait enfin un sens concret et humain. Il servait à apaiser les peines de ceux que j'aimais le plus au monde. Élodie et Thomas se joignaient à eux de temps en temps. Ma sœur m'envoyait même quelques photos, mes parents endormis sur les chaises longues, un barbecue improvisé dans le jardin. Les tensions d'autrefois semblaient s'être évaporées, dissoutes par la brise normande. Je me sentais en paix, fière d'être le pilier sur lequel ma famille pouvait s'appuyer. J'étais loin de me douter que ce pilier était en train d'être sapé à sa base. Un an plus tard, alors que cette routine bienheureuse était installée, ma carrière a pris un tournant inattendu. J'ai été contactée par un chasseur de tête pour une opportunité à Marseille. Il ne s'agissait pas d'une simple promotion. C'était le poste d'une vie, directrice marketing Europe du Sud pour un géant américain de la tech. Les chiffres donnaient le vertige, un salaire qui faisait plus que doubler le mien, une prime annuelle à 6 chiffres, une voiture de fonction haut de gamme, et des responsabilités qui me propulseraient dans la stratosphère professionnelle. Le dilemme était immense. Marseille. C'était quitter Paris, mon réseau, mes repères. C'était plonger dans l'inconnu, à 800 km de ma famille. J'ai passé 2 semaines à ne pas dormir, à retourner le problème dans tous les sens, à faire des listes de « pour » et de « contre ». La colonne des « pour » était écrasante. C'était une chance qui ne se représenterait jamais. J'ai accepté. L'étape suivante était logistique, mais tout aussi complexe. Pour m'installer correctement à Marseille et acheter un bien immobilier à la hauteur de mon nouveau statut, je devais liquider mes actifs parisiens. La logique financière était implacable, je devais vendre mon appartement à Paris, et aussi, la maison de Deauville. C'est le cœur lourd mais résolu que j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, en commençant par la bonne. Ils ont explosé de joie en apprenant ma promotion. Les félicitations fusaient. Puis, j'ai pris une grande inspiration. Par contre, il y a une conséquence. Pour pouvoir acheter une maison à Marseille, je vais devoir vendre l'appartement, la maison de Deauville. Le silence qui s'est installé à l'autre bout du fil était si dense que j'aurais pu le trancher au couteau. La joie avait disparu, remplacée par une consternation palpable. C'est ma mère qui a parlé la première, sa voix soudainement fragile et tremblante. Vendre la maison? Oh, Camille? Mais, tu ne peux pas faire ça. Maman, je n'ai pas le choix, ai-je tenté d'expliquer. C'est un investissement important là-bas. Mais nous alors, m'a-t-elle coupé, sa voix se brisant. Tu as pensé à nous? À ton père? Cette maison, c'est sa seule échappatoire. Son seul moment de répit dans sa misère quotidienne. Quand il est là-bas, il oublie ses douleurs, il sourit à nouveau. Si tu la vends, tu lui enlèves ça. Tu lui enlèves son seul bonheur. Le chantage affectif était si énorme, si puissant, qu'il m'a frappé en pleine poitrine. Ton succès est une bénédiction, ma chérie, a-t-elle continué, les larmes dans la voix. Mais une bénédiction qui nous coûte si cher. Ne nous oublie pas, Camille. Ne nous laisse pas sur le bord de la route. Je me suis sentie monstrueuse. Égoïste.
Comment avais-je pu ne serait-ce qu'envisager une telle chose? J'imaginais le visage de mon père, apprenant la nouvelle. La déception, la tristesse. Ma réussite professionnelle valait-elle de briser le cœur de mes parents? D'accord, maman, ai-je cédé, la gorge nouée. Arrête de pleurer. Je ne la vendrai pas gardée là. Je trouverai une autre solution. Le soulagement dans sa voix a été si rapide, si total, qu'il aurait dû m'alerter. Oh, merci ma puce. Tu es un ange. On te le revaudra, tu verras. On en prendra soin comme de la prunelle de nos yeux. J'ai donc fait une croix sur la magnifique villa avec piscine que j'avais repérée près d'Aix-en-Provence. J'ai revu mes ambitions à la baisse et j'ai acheté un bel appartement à Marseille, mais un appartement tout de même. Sans jardin. Sans l'espace dont je rêvais. J'ai sacrifié une part de mon nouveau confort sur l'autel de leur bonheur. J'avais choisi ma famille. Je ne savais juste pas que, pour eux, ce n'était pas un sacrifice de ma part. C'était simplement le début d'une opportunité en or. Mon installation à Marseille fut un tourbillon. Le nouveau poste était encore plus intense que ce que j'avais imaginé. Des journées de 12 heures, des déplacements constants, une pression énorme. Mais j'adorais ça. Je me sentais vivante, stimulée. Je me suis rapidement intégrée, me créant un nouveau cercle d'amis et découvrant les charmes de la vie méditerranéenne. Les appels hebdomadaires avec ma mère étaient devenus une routine rassurante. Elle me racontait avec un enthousiasme débordant leurs escapades à Deauville. On y était encore le week-end dernier. Il y avait un soleil magnifique. Ton père a passé des heures à s'occuper de tes rosiers. Je souriais, imaginant la scène. Mon père, qui avait toujours aimé jardiner, retrouvant un peu de sa passion passée. Environ 6 mois après mon arrivée dans le Sud, un projet majeur au travail a été bouclé avec succès. Mon équipe et moi avions travaillé sans relâche, et la direction nous a accordé quelques jours de congé pour nous récompenser. Mon premier réflexe a été de penser à ma maison, à mon havre de paix. J'avais une envie irrépressible de sentir l'air salin, d'entendre le bruit des vagues. J'ai pris mon téléphone, excitée comme une enfant à l'idée de faire la surprise à mes parents en les invitant à me rejoindre là-bas pour le long week-end de la Toussaint. Maman, j'ai une super nouvelle. J'ai quelques jours de congé, je pensais monter à Deauville. On pourrait se faire un grand plateau de fruits de mer. Sa réaction a été un véritable coup de froid. Oh. À Deauville? Ce week-end? Il y a eu une hésitation, un flottement. Ma chérie, ça va être impossible. C'est une catastrophe, tu ne peux pas savoir. Sa voix a pris une intonation paniquée. On a eu une énorme fuite d'eau. La canalisation principale de la salle de bain du haut a éclaté. Imagine le désastre. Le plafond du salon est tout taché, le parquet a gondolé. C'est complètement inhabitable. On a dû couper l'eau. Un plombier, un certain monsieur Dubois, est venu en urgence. Il a dit qu'il y en avait pour des semaines de travaux. On est tellement désolé. Elle était si convaincante, si détaillée dans son mensonge, que ma déception s'est instantanément muée en inquiétude. Mon Dieu! Mais vous allez bien? Personne n'a rien? Non, non, on va bien, a-t-elle répondu rapidement. Mais c'est un tel souci, et les frais? Le devis du plombier est exorbitant. La culpabilité, encore et toujours. Je gagnais très bien ma vie, pendant qu'il devait gérer mes problèmes immobiliers à distance. Maman, il est hors de question que vous payiez un centime. C'est ma maison, c'est ma responsabilité. Dis-moi combien il faut, je vous envoie l'argent immédiatement. Oh non, ma chérie, on ne peut pas accepter. A-t-elle commencé, dans une fausse protestation que je connaissais par cœur. J'insiste, l'ai-je coupé. C'est normal. Donnez-moi juste un ordre d'idée. Eh bien, le plombier a demandé une avance de 500 €, juste pour commencer. Parfait. Je vous fais le virement dans la minute, ai-je déclaré, déjà connecté à mon application bancaire. Elle m'a couvert de remerciements, me disant à quel point j'étais une fille formidable. J'ai raccroché, le cœur lourd d'avoir dû annuler mon séjour, mais avec la conscience tranquille d'une fille qui prend ses responsabilités. J'ai passé mon week-end à Marseille, envoyant des messages à mes parents pour prendre des nouvelles des travaux.
et c'est là que je me tourne vers vous. À ce moment précis, si vous aviez été à ma place, auriez-vous eu le moindre soupçon? Auriez-vous remis en question la parole de votre propre mère? Dites-le moi dans les commentaires. Que auriez-vous fait de différent? C'est fou comme l'amour et la confiance peuvent nous aveugler, n'est-ce pas? Les mois ont continué de s'écouler. L'hiver est arrivé. Un soir de décembre, alors que je décorais mon appartement pour Noël, j'ai reçu un appel de Sophie, ma meilleure amie. Nous ne nous étions pas vus depuis mon déménagement, mais nous étions restés très proches. Camille. J'ai une nouvelle incroyable. Figure-toi que je sors avec quelqu'un de sérieux. Et pour notre première Saint-Valentin, je veux marquer le coup. J'ai cherché une location de rêve à Deauville, et je suis tombée sur une annonce. Une maison de dingue, avec des volets bleus. Ça m'a tout de suite fait penser à toi. Et en y regardant de plus près. Camille, je crois que c'est ta maison. L'annonce est gérée par une certaine Élodie. C'est ta sœur, non? C'est génial, je ne savais pas que tu la louais. Dis, tu peux me faire un prix d'ami? J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai dû m'asseoir. Une annonce? Qu'est-ce que tu racontes, Sophie? Ma voix était à peine audible. Ben oui, sur Airbnb. Attends, je t'envoie le lien, tu vas voir. La notification est apparue sur mon écran. Mes doigts semblaient faits de plomb. J'ai cliqué. Et c'est là que mon monde, que je croyais si solide, a volé en éclats. Ce n'était pas une maison similaire. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la mienne. L'écran de mon téléphone illuminait mon visage, mais tout à l'intérieur de moi s'était éteint. La première photo était une vue du salon, baignée de la lumière dorée du soir. Je reconnaissais le plaid que j'avais tricoté et laissé sur le canapé. Je reconnaissais le vase que j'avais acheté lors d'un voyage en Italie. Je reconnaissais la pile de livres d'art que j'avais laissée sur la table basse. J'ai fait défiler les photos, le souffle coupé. Ma chambre, avec ma housse de couette en lin lavé. La cuisine, avec les tasses que j'avais choisies une par une. Le jardin, avec mes rosiers en pleine floraison. C'était une violation. Une intrusion d'une violence inouïe. Il n'avait pas seulement utilisé ma maison. Il l'avait photographiée, mise en scène, marketée. Il l'avait transformée en un produit. Mon sanctuaire était devenu un article de catalogue, tarifé à la nuitée. Au début, mon esprit a lutté. Il a tenté de trouver une explication rationnelle. C'est un malentendu. Une mauvaise blague. Sophie s'est trompée. Mais le nom de l'hôte, Élodie, était là, écrit noir sur blanc. Le numéro de téléphone était celui de ma sœur. L'illusion s'est fissurée, puis brisée. J'ai scrollé plus bas, presque machinalement, comme si j'étais spectatrice de mon propre cauchemar. Et j'ai vu les commentaires. Ils étaient des dizaines. Des éloges, des déclarations d'amour pour ma maison. Un havre de paix, nous avons passé un séjour inoubliable. Élodie est une hôte très réactive. La maison est encore plus belle que sur les photos. Propreté impeccable. Nous reviendrons sans hésiter. Chaque mot était un coup de poignard. Des inconnus avaient dormi dans mon lit, cuisiné dans ma cuisine, marché pieds nus sur mon parquet. Et puis, mon regard s'est arrêté sur une date. Séjour du 29 octobre au 1er novembre. C'était le week-end de la Toussaint. Le week-end de la fameuse plomberie cassée. Le commentaire disait « Idéal pour un long week-end entre amis ». La maison est parfaitement équipée. Le temps était magnifique. Signé, Martin. Le mensonge. Le virement de 500 €. Le « Monsieur Dubois » qui n'avait jamais existé. L'inquiétude que j'avais ressentie pour eux. Tout était faux. Une mise en scène sordide pour me voler. À cet instant, la glace qui m'avait paralysée s'est rompue, et une vague de douleur pure m'a submergée. J'ai lâché mon téléphone comme s'il me brûlait et j'ai fondu en larmes. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots convulsifs, déchirants, qui venaient du plus profond de mon âme. J'ai pleuré la confiance trahie. J'ai pleuré la perte de l'image idéalisée de ma famille. J'ai pleuré la fille naïve que j'avais été,
celle qui croyait que le sang suffisait à garantir l'amour et la loyauté. J'ai pleuré sur les souvenirs heureux, maintenant souillés à jamais par cette révélation. Le visage de mon père en larmes, la gratitude de ma mère, les photos de ma sœur, tout était devenu un mensonge. Je suis restée prostrée sur mon canapé pendant ce qui m'a semblé être des heures. J'ai ouvert ma galerie de photos. J'ai regardé des clichés de nous tous, réunis dans le jardin de cette même maison, lors de son inauguration. Nous sourions. Nous semblions heureux. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment n'avais-je rien vu venir? La trahison ne venait pas d'ennemis. Elle venait de mon propre camp. De mon cercle le plus intime. Et c'est ce qui la rendait si insupportable. Puis, au milieu de ce chaos émotionnel, une nouvelle sensation a commencé à émerger. Froide. Nette. Tranchante. La tristesse s'est muée en une colère blanche, une fureur silencieuse. La douleur était toujours là, mais elle était maintenant le carburant d'une nouvelle résolution. Il m'avait prise pour une idiote. Une vache à lait sentimentale, facile à manipuler. Ils avaient sous-estimé la fille qui avait construit sa carrière toute seule, dans un monde d'hommes. Ils avaient sous-estimé ma force. C'était la plus grande erreur de leur vie. Mes larmes avaient séché. Mon chagrin avait laissé place à autre chose, une sensation froide et claire comme du cristal. Ils avaient pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Il était temps de leur montrer à quel point ils s'étaient trompés. La nuit qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Mon appartement, habituellement si chaleureux, s'était transformé en une cellule de crise. La tristesse avait fait place à une détermination glaciale. Si ma famille voulait jouer aux professionnels du business, j'allais leur montrer ce que c'était qu'une véritable stratégie. J'ai rallumé mon ordinateur, non plus avec les yeux d'une victime, mais avec ceux d'une analyste. L'annonce Airbnb et la page Facebook, La Perle de Deauville, sont devenus mon dossier d'instruction. J'ai créé un document Word et un tableur Excel. J'ai commencé à compiler les preuves, méticuleusement. J'ai fait des captures d'écran de chaque commentaire, de chaque photo. J'ai noté les noms des locataires, les dates de leur séjour. J'ai croisé ces informations avec mon historique d'appels et mes relevés bancaires. Le virement de 500 € pour la « fuite » se détachait en rouge sur la page, comme une insulte. J'ai poussé l'enquête plus loin. J'ai tapé les noms de certains locataires sur les réseaux sociaux. J'en ai trouvé plusieurs. L'un d'eux, un jeune homme qui avait séjourné avec un groupe d'amis, avait posté des photos publiques. Mon cœur s'est serré en voyant un selfie de lui et de ses amis, bière à la main, posant dans mon salon. En arrière-plan, sur la cheminée, on voyait une de mes photos de famille. Eux, des inconnus, faisant la fête à côté de l'image de mon bonheur factice. C'était d'une ironie cruelle. C'est en zoomant sur une de ces photos que j'ai remarqué un détail qui m'avait échappé. L'armoire de ma grand-mère. La petite armoire en merisier que ma grand-mère m'avait léguée sur son lit de mort, en me disant « Prends en soin, c'est le seul bien de valeur que notre famille ait jamais possédé. » Sur la photo, il y avait une longue et profonde éraflure sur le côté, et ce qui ressemblait à une brûlure de cigarette sur le plateau supérieur. La colère m'a de nouveau envahi, plus violente encore. Ce n'était plus seulement une trahison financière. C'était une profanation. Ils avaient laissé des étrangers endommager le seul lien tangible qui me restait avec ma grand-mère adorée. Et ils avaient menti. Le « coup d'aspirateur maladroit » de ma mère, quelle actrice. J'ai continué à fouiller, ma rage alimentant ma concentration. C'est sur la page Facebook que j'ai trouvé la pépite. Dans un post datant de quelques semaines, Élodie vantait les mérites de la maison pour « tous vos événements privés, anniversaires, séminaires, et même mariages ». Et dans les commentaires, une conversation a attiré mon attention. Une femme demandait « Bonjour, nous serions intéressés pour notre mariage en septembre. » Environ 100 personnes. Est-ce possible? La réponse d'Élodie était arrivée quelques minutes plus tard. Bonjour. Bien sûr, la propriété est parfaite pour ça. Contactez-moi en message privé pour discuter des tarifs. Un mariage. 100 personnes. Dans ma maison. Le niveau d'audace était stratosphérique. Il ne se contentait pas de grappiller quelques centaines d'euros.
Ils avaient monté une véritable entreprise, un business de location événementielle, sur mon dos, avec mon bien, pendant que je payais les impôts, l'assurance et que je leur envoyais de l'argent pour de fausses réparations. Je suis restée assise devant mon écran, le dossier de preuves s'accumulant. Je n'étais plus la victime. J'étais l'accusation, la juge et bientôt, le bourreau. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de devoir devenir une personne complètement différente pour faire face à une situation? Racontez-le-moi dans les commentaires. Et croyez-moi, le plan que j'ai échafaudé cette nuit-là, en buvant du café noir, était à la hauteur de leur trahison. Ils se préparaient pour un mariage de rêve. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en réalité en train de planifier leur propre funérailles financières. Le jour s'est levé sur Marseille, peignant le ciel de couleurs douces qui contrastaient violemment avec la noirceur de mes pensées. Mon plan d'action était tracé, précis, implacable. Mais avant de lancer la première offensive, une part de moi, un écho de la Camille d'avant, avait besoin de faire une dernière chose. Pas pour eux, mais pour moi. Je devais leur donner une ultime chance de faire preuve d'un minimum de décence, d'honnêteté. Je devais savoir, pour ma propre conscience, que j'avais exploré toutes les voies avant de choisir celle de la destruction. J'ai pris mon téléphone, mon pouls martelant mes tempes. J'ai composé le numéro de ma mère. Sa voix enjouée a retenti, me poignardant le cœur. Ma chérie. Quelle bonne surprise. Je pensais justement à toi. J'ai ignoré les amabilités. Il n'y avait plus de place pour ça. J'ai attaqué de front, ma voix plus stable que ce que j'aurais cru. Maman, je t'ai appelé hier soir pour te poser une question directe, et tu as nié. Je vais te la poser une dernière fois. Est-ce que vous louez la maison de Deauville sur Airbnb? J'ai entendu son souffle se bloquer. Le petit jeu de la surprise a laissé place à une froide prudence. Camille, nous avons déjà eu cette conversation. Je ne sais pas d'où te viennent ces idées, mais tu te trompes. Tu nous fais beaucoup de peine en pensant ça de nous. Alors explique-moi, maman, ai-je insisté, ma voix se chargeant d'une ironie glaciale. Explique-moi l'annonce gérée par Élodie. Explique-moi les dizaines de commentaires de gens qui ont adoré leur séjour dans votre maison. Explique-moi le commentaire de Martin, qui a passé le week-end de la Toussaint dans la maison pendant que tu me parlais d'une plomberie cassée et que tu empochais les 500 € que je t'ai envoyés. J'ai marqué une pause, la laissant absorber le choc. Et surtout, maman, explique-moi le mariage de 100 personnes que vous vous apprêtez à accueillir. Le silence qui a suivi était la plus belle des confessions. Un silence épais, chargé de culpabilité. J'ai presque pu entendre les rouages de son cerveau tourner à plein régime, cherchant une nouvelle parade, un nouveau mensonge. Quand elle a enfin parlé, sa stratégie avait changé. Fini le déni. Place à la minimisation et à la culpabilisation. Écoute, Camille, a-t-elle commencé, d'une voix qui se voulait raisonnable. Tu ne comprends pas. On ne voulait pas te déranger avec ça. C'était juste, une petite aide. Pour l'entretien de la maison. Ça coûte cher, tu sais. Et puis, ton père et moi, on n'a pas grand-chose. On voulait juste mettre un peu de beurre dans les épinards. On ne pensait pas que ça prendrait de telles proportions. C'est Élodie qui a géré ça, elle est jeune, elle a été un peu dépassée. La lâcheté. Rejeter la faute sur ma sœur. Dépassée, ai-je répété, incrédule. En créant une page Facebook professionnelle et en négociant des contrats pour des mariages? Ne me prends pas pour une imbécile, maman. Vous étiez tous complices. Mais enfin, Camille, un peu de gratitude, s'est-elle soudainement emportée, passant à l'offensive. On passe notre temps à s'occuper de ta maison, à faire le ménage, à accueillir les gens. On travaille pour toi, en somme. Et toi, avec ton salaire de ministre à Marseille, tu nous fais une crise pour quelques centaines d'euros? Tu es devenu tellement égoïste depuis que tu as de l'argent. C'était le coup de grâce. L'inversion totale de la culpabilité. J'étais la méchante. La fille riche et ingrate. Eux, les pauvres victimes qui ne faisaient que se servir. J'ai senti quelque chose se briser en moi à cet instant. Définitivement. Le dernier fil qui me reliait à eux venait de céder. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix soudainement vide de toute émotion. Tu as parfaitement raison.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti, à part un vide immense et une clarté nouvelle. La guerre était déclarée. Et ils l'avaient officialisée eux-mêmes. Mon téléphone à peine posé, j'ai composé le numéro de Lucas. Quand il a décroché, ma voix était celle d'une chef d'entreprise donnant des ordres clairs et précis. Lucas, c'est Camille. Le plan est enclenché. J'ai besoin que les locataires signent le bail le plus vite possible. J'arrive en Normandie ce week-end. Quand ma mère a menti pour la dernière fois, je n'ai plus entendu sa voix. J'ai seulement entendu le son assourdissant de la dernière porte qui se fermait à jamais entre moi et la famille que j'avais autrefois aimée. Le week-end suivant, j'ai pris le premier train pour Paris. Le voyage m'a paru irréel. Assise dans le wagon silencieux qui filait à travers la campagne française, je me sentais détachée de mon propre corps. J'avais l'impression d'observer une étrangère exécuter un plan froidement calculé. L'amour, la peine, la colère, tout semblait avoir été mis sous cloche, remplacé par une efficacité redoutable. À Paris, j'ai loué une petite voiture discrète et j'ai pris l'autoroute de l'Ouest. La route vers la Normandie, que j'avais si souvent empruntée le cœur léger, était devenue un chemin de guerre. Chaque panneau indiquant « Deauville » faisait naître en moi un mélange d'appréhension et d'excitation morbide. Je me suis garée dans une rue adjacente, le cœur battant la chamade. J'ai marché jusqu'à ma maison. Elle était là, silencieuse. Une voiture que je ne connaissais pas était garée dans l'allée. Des locataires, sans doute. Des gens qui payaient ma sœur pour dormir dans mon lit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié le calendrier de réservation. La maison était occupée jusqu'au lendemain matin. Mon plan devait donc se dérouler avec une précision militaire. J'avais rendez-vous avec le serrurier à 11h le dimanche, juste après l'heure de départ des locataires. J'ai passé la nuit dans un petit hôtel impersonnel en périphérie de la ville. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé en revue chaque détail de mon plan, encore et encore. Le dimanche matin, je suis revenue. La voiture des locataires était partie. La maison était de nouveau vide. À 11h précises, la camionnette du serrurier s'est garée devant le portail. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard franc. Je lui ai présenté mes papiers de propriété et ma carte d'identité. J'ai eu des soucis avec des locataires indélicats, ai-je menti à moitié. Je veux changer l'intégralité des serrures. Absolument toutes. Pendant qu'il travaillait, le bruit de ses outils brisant le silence, je suis restée sur le perron, incapable d'entrer. C'est à ce moment-là que le barrage émotionnel que j'avais érigé a commencé à se fissurer. Le soleil de fin de matinée était doux. Une odeur de chèvrefeuille montait du jardin. C'était l'odeur de mon enfance, l'odeur des étés chez ma grand-mère. Et soudain, l'image de mon père, pleurant de joie en recevant les clés de ce même Porsche, m'est revenue avec une violence inouïe. Sa main tremblante dans la mienne. Son murmure, « Tu es une fille en or ». Une vague de doute et de chagrin m'a submergée. Que étais-je en train de faire ? J'étais en train de barrer l'accès de sa seule joie à mon propre père. J'étais en train de me venger, certes, mais à quel prix ? Celui de la destruction finale de ma famille ? Ma main s'est crispée. J'ai failli crier au serrurier d'arrêter, de tout laisser tomber. Mais mon regard a été attiré par la porte du salon. Par la fenêtre, je pouvais voir l'armoire de ma grand-mère. Et je pouvais voir l'éraflure, la marque de leur négligence et de leurs mensonges. Ce n'était pas moi qui détruisais notre famille. Ils l'avaient déjà fait. Ils l'avaient fait le jour où ils avaient décidé que leur cupidité valait plus que mon amour et ma confiance. Ils avaient fait leur choix. Je devais maintenant assumer le mien. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de survie. De respect de soi. Ma résolution est revenue, solidifiée par cette prise de conscience douloureuse. Quand le serrurier a terminé, il m'a tendu un trousseau de clés neuves et brillantes. Elles étaient froides dans ma main. Elles étaient le symbole de ma nouvelle liberté. À 14h, j'ai retrouvé Lucas, Antoine et Léa dans un café. L'atmosphère était chaleureuse, contrastant avec la froideur de mes actions matinales. J'ai signé le bail avec une main ferme. J'ai encaissé leur virement, qui couvrait non seulement 6 mois de loyer mais aussi une caution substantielle.
C'était une somme considérable, bien plus que ce que ma famille avait pu extorquer en un an. Je leur ai tendu les clés neuves. Bienvenue chez vous, leur ai-je dit avec un sourire sincère. En voyant leur bonheur, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Ma maison allait enfin être un lieu de joie et de créativité, et non plus un théâtre de mensonges. J'ai repris la route de Paris le soir même, laissant derrière moi la Normandie et les fantômes de ma famille. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à attendre que les proies s'y jettent. La sonnerie de mon téléphone allait bientôt retentir. Mais cette fois, ce serait moi qui mènerais la danse. Je suis rentrée à Marseille avec un sentiment étrange, un mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais repris le contrôle, mais je savais que la partie la plus difficile était à venir, la confrontation. J'ai décidé de ne pas attendre qu'ils découvrent le pot aux roses par eux-mêmes. J'allais contrôler le timing. J'ai attendu jusqu'au samedi suivant, le jour où je savais qu'ils monteraient à Deauville pour préparer la maison pour la visite des futurs mariés. Le silence a duré jusqu'à 15 heures. Puis, la première salve est arrivée. Un appel d'Élodie. J'ai regardé mon téléphone sonner, mon cœur battant un peu plus vite. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie. 30 secondes plus tard, un nouvel appel. Élodie encore. Puis mon père. Puis ma mère. Le ballet frénétique a duré une bonne partie de l'après-midi. C'était comme observer une fourmilière affolée de loin. Puis les SMS ont commencé, transcrivant en temps réel leur escalade de panique. 15h02, Élodie, Camille, y a un problème avec les clés, elles rentrent pas dans la serrure. Rappelle-moi. 15h15, Élodie, c'est pas une blague. On est devant la porte et on peut pas rentrer. T'as changé les serrures ou quoi? 15h30, mon père, Camille, ta sœur dit que les clés ne fonctionnent plus. Il doit y avoir une erreur. Peux-tu nous appeler pour nous expliquer? 16h, ma mère, ma chérie, on est très inquiet. Il y a une voiture dans l'allée qu'on ne connaît pas. Des gens ont répondu à la porte et ils nous ont dit qu'il habitait là. C'est une erreur, n'est-ce pas? Dis-nous que c'est une erreur. 16h30, Élodie, ILS disent qu'ils sont locataires. Locataires? Avec un bail signé par toi. Tu te fous de moi? Les clients du mariage arrivent demain pour visiter. Je lisais chaque message avec une satisfaction froide. Je les imaginais, passant de l'incompréhension à la panique, puis à la fureur. Ils étaient piégés. Le soir, les messages sont devenus plus menaçants, plus suppliants. Ils avaient compris que ce n'était pas une erreur. C'était un acte délibéré. Élodie, tu es en train de ruiner ma vie. J'ai des contrats à honorer. Tu vas me le payer. Ma mère, Camille, je t'en supplie, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Pense à ton père, son cœur est fragile. Tu vas le tuer. J'ai attendu minuit. J'ai attendu que leur colère se soit émoussée, laissant place au désespoir. Quand ma mère a rappelé, sa voix n'était plus qu'un sanglot étranglé, j'ai décroché. Allô? Camille, a-t-elle hurlé, un mélange de larmes et de rage. Comment as-tu pu nous faire ça? Comment? Vous faire quoi, maman, ai-je demandé, ma voix d'un calme olympien. Reprendre ce qui m'appartient? Mais, c'est notre gagne-pain, a-t-elle sangloté. Tu le savais. On a le mariage dans 3 semaines. On a déjà dépensé l'acompte. L'acompte pour louer ma maison, ai-je corrigé. Un acompte que vous avez touché en me mentant, en me volant, en profitant de ma confiance. Alors oui, maman, je savais. Je sais tout. J'ai entendu mon père crier en arrière-plan. Ma mère a repris, sa voix changeant de ton, passant de la supplication à l'ordre. Écoute-moi bien, Camille. Cet enfantillage a assez duré. Tu vas appeler ces gens immédiatement et tu vas leur dire de partir. Tu leur rembourses ce qu'il faut, et tu nous laisses la maison pour le mariage. C'est la moindre des choses. J'ai laissé échapper un rire. Un rire sec, sans joie. La moindre des choses? Maman, vous n'avez donc aucune idée de la situation? Vous avez commis un délit. Ça s'appelle de l'escroquerie. De l'abus de confiance. Vous avez de la chance que je ne porte pas plainte. Le silence à l'autre bout du fil a été ma réponse.
Elle a compris. J'avais le pouvoir. Alors, tu ne vas rien faire, a-t-elle murmuré, sa voix redevenant celle d'une petite fille effrayée. Aussi, ai-je répondu. Je fais quelque chose. Je protège mon bien. Je protège ma santé mentale. Quant à votre mariage et à votre acompte de 5 000 €, c'est votre problème. Débrouillez-vous. Mais, on va devoir les rembourser. On n'a pas cet argent. Il fallait y penser avant, ai-je dit, chaque mot comme une pierre. Chaque choix a des conséquences. Il est temps pour vous d'assumer les vôtres. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Puis celui de mon père. Puis celui d'Élodie. L'un après l'autre. La tempête était passée. Le silence qui a suivi était le plus beau son que j'avais entendu depuis des mois. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une campagne de harcèlement orchestrée par ma famille. Ne pouvant plus me joindre directement, ils ont commencé à utiliser des numéros inconnus, les téléphones de voisins, d'amis. J'ai reçu des dizaines d'appels et de messages. J'ai écouté le premier message vocal, par curiosité morbide. C'était ma mère, en pleurs. Camille, je t'en supplie. Les parents de la mariée nous mettent une pression monstre. Ils ont trouvé un autre lieu en urgence, un château, ça leur coûte une fortune. Ils nous réclament non seulement le remboursement des 5 000 €, mais aussi 5 000 € de dédommagement. C'est dans le contrat qu'Élodie leur a fait signer. 10 000 €, Camille. On est ruinés. Ils menacent de nous poursuivre en justice pour rupture de contrat et escroquerie. On risque la prison. C'est ça que tu veux? Envoyer tes propres parents en prison? J'ai effacé le message sans l'écouter jusqu'au bout. La pitié que j'aurais pu ressentir était étouffée par le dégoût. Ils avaient même rédigé des contrats. Leur petite entreprise était bien plus professionnelle que je ne l'avais imaginé. Les messages d'Élodie étaient haineux. À cause de toi, ma réputation est fichue. J'avais d'autres événements prévus. Tu as tout détruit. Je ne te le pardonnerai jamais. Ceux de mon père tentaient de jouer sur la corde sensible. Je ne reconnais plus ma fille. Celle que j'ai élevée n'aurait jamais laissé sa mère dans un tel désarroi. Tu as un cœur de pierre. J'ai systématiquement bloqué chaque nouveau numéro. C'était épuisant, mais nécessaire. Puis, ma tante Isabelle m'a appelé. Sa voix était empreinte de tristesse. Camille, j'ai eu ta mère au téléphone pendant plus d'1 heure hier soir. Elle est méconnaissable. Elle raconte partout que tu es devenue folle, que la réussite t'a rendue cruelle et que tu as décidé de te venger d'eux sans aucune raison, par pure méchanceté. Isabelle a marqué une pause. Je lui ai dit que je t'avais eu au téléphone et que j'avais entendu une autre version de l'histoire. Elle est entrée dans une colère noire, m'accusant de te défendre et de trahir la famille. Elle a dit que j'étais comme toi. J'ai soupiré. Merci de m'avoir défendu, Tata. C'est normal, ma chérie, a-t-elle répondu doucement. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais je dois te dire, ta mère m'a avoué quelque chose au milieu de sa crise. Elle a dit qu'ils avaient dû faire un crédit à la consommation pour rembourser la famille des mariés. Un crédit avec un taux d'intérêt exorbitant. Ils sont endettés pour des années. Elle a ajouté, presque à voix basse, elle a aussi dit, qu'elle avait honte. C'est la première fois que je l'entends dire ça de toute ma vie. Cette information ne m'a procuré aucune satisfaction. Juste une immense lassitude. Leur honte arrivait bien trop tard. La dernière tentative de contact est venue de ma mère, une semaine plus tard, depuis un autre numéro masqué. J'ai décroché, décidé à ce que ce soit la dernière fois. Sa voix était vide, sans larmes. On a le crédit, a-t-elle dit froidement. Les mensualités vont nous étouffer. On va probablement devoir vendre notre appartement. C'est la conséquence de vos actes, maman. Non, a-t-elle sifflé. C'est la conséquence de ton égoïsme. Tu aurais pu arranger ça. Un virement, et tout était réglé. Mais tu as préféré nous regarder couler. Payer pour vos mensonges n'aurait rien arrangé. Ça n'aurait fait que vous conforter dans l'idée que vous pouviez tout vous permettre. Tu n'es plus ma fille, a-t-elle lâché. C'est peut-être mieux comme ça, ai-je répondu, et pour la première fois, je le pensais vraiment. J'ai raccroché et j'ai changé mon numéro de téléphone le jour même.
Je ne l'ai communiqué qu'à une poignée de personnes de confiance, dont ma tante. Le rideau était tombé. Ils avaient essayé de me faire porter le chapeau de la méchante, mais leur propre histoire, racontée à travers leurs dettes et leurs mensonges, parlait d'elle-même. 6 mois ont passé depuis ce dernier appel. 6 mois d'un silence qui, au début, était étrange, presque assourdissant, et qui est devenu progressivement la plus douce des mélodies. La paix. Ma vie à Marseille a pris son envol. Libérée du poids de la culpabilité et des obligations familiales toxiques, je me suis investie corps et âme dans mon travail. Les résultats ont suivi. Il y a 1 mois, j'ai été promue directrice générale de la filiale France, une consécration que je n'osais même pas espérer. Ma nouvelle situation financière m'a permis de commencer à chercher la maison de mes rêves, la vraie cette fois, dans l'arrière-pays provençal. Une maison que je ne devrais partager avec personne d'autre que ceux que je choisirais. La maison de Deauville, quant à elle, a trouvé sa vocation. Antoine et Léa sont bien plus que des locataires. Ils sont devenus des gardiens, des amis à distance. Ils m'envoient régulièrement des photos, les rosiers qui n'ont jamais été aussi beaux, le petit potager qu'ils ont installé et dont ils sont si fiers, la nouvelle couche de peinture qu'ils ont proposé de mettre sur les volets. Ils aiment cette maison, ils la respectent. Grâce à eux, elle est redevenue un lieu de vie et de bonheur. Le loyer qu'ils me versent chaque mois est une sécurité, un bonus, mais le plus grand bénéfice est de savoir mon sanctuaire entre de bonnes mains. Ils ont déjà signé pour prolonger leur bail de 2 ans. Les nouvelles de mon autre famille me parviennent au compte-gouttes, via ma tante Isabelle, avec qui je parle régulièrement. La situation est sombre. Le crédit les ronge. Mes parents ont dû vendre leur appartement et vivent maintenant dans une petite location. Mon père, malgré ses douleurs, a dû reprendre du travail, des petites missions de gardiennage de nuit. Ma mère a pris plus d'heures au supermarché. Ils sont devenus des étrangers l'un pour l'autre, unis seulement par leurs dettes et leur amertume. Élodie et Thomas ont également dû déménager. Ma sœur cumule 2 emplois, selon ma tante, elle est rongée par le stress et la colère, accusant le monde entier, et surtout moi, de ses malheurs. Ma mère, elle, n'a pas changé sa version de l'histoire. Aux rares membres de la famille qui lui parlent encore, elle dépeint le portrait d'une fille ingrate, corrompue par l'argent, qui a délibérément saboté sa famille. Elle est la martyre. Je suis le monstre. Je l'ai laissé construire sa propre légende. La vérité, c'est que les faits parlent d'eux-mêmes. Cette épreuve m'a coûté une famille, mais elle m'a offert une clarté inestimable. J'ai appris que les liens du sang ne sont pas un contrat d'immunité. Ils ne donnent à personne le droit de vous manquer de respect, de vous exploiter ou de vous manipuler. J'ai appris que l'amour inconditionnel ne signifie pas l'acceptation inconditionnelle de comportements toxiques. Parfois, l'acte d'amour le plus courageux envers soi-même est de savoir partir. J'ai aussi appris à élargir ma définition de la famille. Ma famille aujourd'hui, c'est Sophie, ma meilleure amie, qui m'a écoutée sans jamais me juger. C'est ma tante Isabelle, qui a bravé la colère de sa propre sœur pour défendre ce qui était juste. Ce sont mes amis ici, à Marseille, qui m'ont ouvert leur cœur sans rien demander en retour. C'est ça, ma véritable famille. Celle qui est basée sur le respect, la confiance et l'honnêteté. La famille que l'on se choisit. Voilà, mon histoire est terminée. Ce fut un chemin douloureux, mais qui m'a mené vers une version plus forte et plus authentique de moi-même. Je suis convaincue que mon expérience, malheureusement, n'est pas unique. C'est pourquoi j'aimerais vous entendre. Partagez vos propres histoires dans les commentaires. Avez-vous déjà dû faire face à une trahison de la part de vos proches? Comment avez-vous trouvé la force de poser des limites et de vous reconstruire? Vos témoignages sont précieux, car ils créent un espace de soutien et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime », c'est un geste simple qui soutient énormément la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Prenez grand soin de vous, et n'oubliez jamais de protéger votre paix intérieure. C'est le trésor le plus précieux que vous posséderez jamais.